Le soleil couchant jetait des éclats orangés et froids sur les vitres du mas provençal. Nicolas sortit, la mâchoire serrée, l'esprit encore vibrant des tensions d'une réunion qui allait remodeler un PAN de l'industrie européenne. Le crissement sec du gravier sous ses chaussures italiennes était le seul son qui troublait le silence pesant de la fin d'après-midi. Autour de lui, ces 4 gardes du corps formaient un rempart humain, leurs silhouettes massives se découpant sur le ciel violacé. Ils échangeaient des mots rapides dans un dialecte maghrébin, un jargon qui créait entre eux une bulle d'intimité opaque. Nicolas avait l'habitude, il n'y prêtait plus attention. Il se dirigeait vers la vieille Citroën 2CV, une fantaisie, une relique de sa jeunesse qu'il aimait parfois conduire lui-même dans les petites routes du domaine. C'est à cet instant qu'il fut stoppé net par une phrase, claire et distincte malgré son faible volume. « N'oubliez pas de préciser de quel pays vous regardez. » Une enfant se tenait devant lui. Manon. Peut-être 7 ans. Sa robe verte était simple, ses pieds nus et poussiéreux. Mais son regard était tout sauf enfantin. Elle le fixait avec une intensité déconcertante, un sérieux qui tenait à distance. L'irruption de cette petite silhouette dans sa trajectoire bien ordonnée provoqua chez Nicolas une irritation fugace. Il n'avait pas de temps pour ça. Ils ont dit que ta voiture allait exploser, lâcha-t-elle, sans préambule. La phrase tomba dans l'air immobile comme une pierre. Nicolas fronça les sourcils. Il se pencha vers elle, partagé entre l'incrédulité et une vague inquiétude. Derrière, les gardes se turent, leurs visages soudainement vides de toute expression, avant de reprendre leur conversation comme si de rien n'était. Mais la petite Manon ne lâchait pas. La conviction dans sa voix était si palpable qu'elle en donnait la chair de poule. « Répète un peu ça ?» demanda Nicolas, sa voix rendue rauque par la surprise. Il tentait de garder un ton neutre, de ne rien laisser paraître. Manon serra les poings. « Je les ai entendus. » Elle désigna discrètement les gardes d'un mouvement de tête. Il parlait en dialecte maghrébin. Il disait que la 2CV exploserait. Dès que tu tournerais la clé. Le silence s'épaissit. Nicolas sentit une goutte de sueur froide perler sur sa tempe. Il connaissait quelques rudiments de ce dialecte, glanés au fil des affaires, mais pas assez pour suivre une conversation codée entre professionnels. L'idée qu'une fillette puisse comprendre ce qui lui échappait était surréaliste. Il la sonda du regard, cherchant le mensonge, la plaisanterie. Il ne trouva rien. Rien que l'urgence nue. « Comment tu peux savoir ça ? Tu parles ce dialecte ? » demanda-t-il, baissant instinctivement la voix. « Ma grand-mère, Monique, me l'a appris, » répondit-elle d'un trait. Il parlait très vite. Mais j'ai compris. Ils attendent le bruit. Ils ont dit que ce serait le chaos et que personne ne les soupçonnerait. Nicolas jeta un regard furtif par-dessus son épaule. Les gardes avaient changé de posture, ils scannaient maintenant les environs avec une attention exagérée. Une alarme silencieuse se déclencha dans sa tête. Son instinct de négociateur, forgé au feu des trahisons financières et des alliances fragiles, lui criait qu'il y avait un danger réel. Que cette gamine disait vrai. Mais la logique protestait. Une enfant. Il hésita, une seconde qui parut une éternité. « Tu es sûr de toi ?» Manon le fixa, ses yeux ne sillant pas. « Ne monte pas dans cette voiture. » Chaque mot était un coup de marteau. L'air devint lourd, électrique. Nicolas déglutit. Il payait une fortune pour sa sécurité, pour des hommes qui étaient censés anticiper la moindre menace. Cet avertissement venu de nulle part le déstabilisait complètement. Il fit un pas en arrière. Sa décision fut prise en une fraction de seconde. Il se tourna vers son assistant, Philippe, qui attendait en retrait. « Va me chercher Stéphane. Lui seul. Dépêche-toi. » Philippe partit au pas de course, comprenant qu'il se passait quelque chose de grave. Nicolas évita de regarder les gardes en face, mais il sentit leur regard sur sa nuque, un regard qui n'était plus protecteur, mais prédateur. Il se pencha de nouveau vers Manon. « Écoute. Si c'est vrai, tu es en danger. Ils ne peuvent pas te laisser parler. » Les lèvres de Manon se pressèrent en une fine ligne. « Je m'en fiche. Monique dit toujours que si on peut t'aider à empêcher un malheur, on doit le faire. » Cette phrase simple, pleine d'une sagesse qu'il avait oubliée, le toucha profondément. À cet instant, tout son empire, sa richesse,
son pouvoir, lui parurent bien futiles face au courage brut de cet enfant. Philippe revint avec Stéphane, un ancien commando dont le calme olympien était légendaire. Sans quitter les gardes des yeux, Nicolas lui murmura ses instructions. Vérifie la 2 CV. Maintenant. Fais comme si c'était la routine. Discrètement. Stéphane hocha la tête, impassible, et se mit en marche vers le véhicule. La petite Citroën bleue semblait si inoffensive sous le soleil couchant. Les gardes observèrent la scène, tendus. Ils échangèrent quelques mots, trop bas pour que Nicolas les entende, mais leur langage corporel hurlait la nervosité. Le cœur de Nicolas battait la chamade. Une explosion était imminente, d'une manière ou d'une autre. Manon agrippa sa veste, son petit corps tremblant contre sa jambe. Lui, l'homme qui dominait des salles de conseil par sa seule présence, avait peur. Une peur froide et paralysante. L'un des gardes s'avança, un rictus en guise de sourire. « Monsieur, il faut y aller maintenant. La voiture est prête. » Il y avait une urgence suspecte dans sa voix. « On perd du temps, ce n'est pas prudent de rester ici. » Nicolas inspira. Son regard allait de Manon au garde qui le pressait. Il ne savait rien de certain. Un mauvais choix, et tout était fini. C'est là que Stéphane, de l'autre côté de la voiture, leva la main. Un geste bref, sec. Un signal d'alarme absolu. C'était la confirmation. Le piège était réel. La tension devint physique, un nœud dans l'estomac de Nicolas. Les gardes virent le signal et se figèrent. Leurs yeux se durcirent. Manon tira sur son bras avec force. Tout allait se jouer dans les prochaines secondes. Ils commencèrent à avancer vers la 2 CV, tentant de faire écran entre Nicolas et Stéphane. Nicolas comprit. Il n'y avait plus d'échappatoire. L'air crépitait, chaque homme savait que le prochain mouvement pouvait être le dernier. Et alors que le regard terrifié de Manon était rivé sur lui, il sut que la confiance était morte et que la survie était son seul objectif. La première partie de sa vie venait de s'achever dans un grondement silencieux. La certitude le frappa comme un coup de poing, on voulait le tuer. Et les assassins désignés étaient les hommes mêmes qui avaient juré de le protéger. Seule une enfant se dressait entre lui et la mort. Nicolas gardait ses yeux rivés sur les gardes qui se rapprochaient de la voiture. Sa respiration était lente, contrôlée, un contraste brutal avec le chaos qui régnait dans sa tête. Manon s'accrochait à lui, tremblante, mais ses yeux brillaient d'une étrange fermeté. La voix de Stéphane déchira le silence. « Monsieur, ne bougez pas. Il y a un engin explosif dans le moteur. » Le bluff était terminé. Les gardes échangèrent un regard de pure panique. L'un d'eux tenta une dernière fois de sauver la situation. « C'est impossible, patron. Une erreur. On a tout vérifié. » Nicolas se tourna vers lui, et son visage devint un masque de glace. « Ah oui? Et pourquoi Stéphane, le seul homme de confiance qu'il me reste, me dit le contraire ?» La tension était à son paroxysme. Le souffle court de Manon était audible dans le silence. À cet instant, Nicolas réalisa pleinement l'ampleur de sa dette, cet enfant lui avait littéralement sauvé la vie. Ses propres hommes avaient tout planifié. Soudain, l'un des traîtres fit un mouvement vers sa veste. La main de Nicolas jaillit. Pas un geste. C'est fini. Autour d'eux, la sécurité du domaine, attirée par la scène, commençait à se déployer. Les traîtres étaient encerclés. Ils avaient perdu. L'un d'eux cracha une phrase rageuse en dialecte maghrébin. Aussitôt, la voix claire de Manon traduisit, sans trembler, il a dit, c'est pas grave, un jour ou l'autre, quelqu'un t'aura. Nicolas la regarda, abasourdi et plein d'un respect infini. Au milieu de ce nid de vipères, une enfant était son roc. Peut-être, répondit-il d'une voix forte, fixant le traître, mais ça ne sera pas aujourd'hui. En un instant, les agents de sécurité du domaine se jetèrent sur les gardes. La lutte fut brève et violente. Des cris, des insultes, puis le cliquetis des menottes. Ils furent emmenés sans ménagement. Nicolas ne bougea pas d'un pouce avant qu'ils aient disparu. Puis, l'adrénaline retomba. Il se tourna vers Manon et, pour la première fois de sa vie, il s'accroupit pour parler à quelqu'un. Il plongea son regard dans le sien. « Tu m'as sauvé la vie. » Les mots étaient faibles, mais ils venaient du cœur.
Je ne l'oublierai jamais. Une ombre de timidité passa sur le visage de la fillette, maintenant que le danger était écarté. J'ai juste dit ce que j'ai entendu. Ma grand-mère Monique dit que quand on laisse faire le mal, on est complice. Cette simple phrase le désarma. Il avait passé des décennies à naviguer dans un monde de cynisme, de calcul et d'intérêt. Et la leçon la plus importante de sa vie lui était donnée par une enfant de 7 ans, qui ne demandait rien en échange de la vérité. Ta grand-mère est une femme très intelligente, dit-il, un vrai sourire éclairant son visage. Et toi aussi, Manon. Une berline de remplacement arriva en glissant sur le gravier. Avant d'y monter, Nicolas s'arrêta. Il regarda Manon, debout, petite et pourtant si grande dans sa robe verte. Il sut que cette rencontre avait provoqué une fissure dans sa vision du monde, une fissure par laquelle la lumière pouvait enfin entrer. Manon. À partir de maintenant, tu n'as plus à t'inquiéter de rien. Je veillerai personnellement sur toi et sur ta grand-mère. Tu auras la meilleure éducation, la meilleure protection. Et surtout, il la regarda intensément, je veillerai à ce que tu puisses toujours dire ce que tu sais, sans jamais avoir peur. Manon ne dit rien, mais ses yeux s'illuminèrent d'un soulagement visible. Elle hocha la tête. Nicolas monta dans la voiture. Avant que la portière ne se ferme, il jeta un dernier regard en arrière. L'image de Manon, seule au milieu de l'allée, se grava dans son esprit. Une figure fragile et invincible. Pendant que la voiture s'éloignait, il songea. Son argent, son pouvoir, tout cela aurait pu être anéanti en un éclair s'il n'avait pas écouté la voix la plus improbable qui soit. Il venait d'apprendre, de la manière la plus brutale, que le vrai courage n'a rien à voir avec la puissance ou la richesse. Il s'agit simplement de parler quand les autres se taisent. Il ignorait les détails du complot, mais l'essentiel était là, son destin avait changé de cap grâce à une petite fille. La vie lui avait enseigné que la loyauté ne s'achète pas. Elle se manifeste, pure et inattendue. Ému, il ferma les yeux. Une pensée s'imposa à lui, ne plus jamais sous-estimer la voix d'un innocent. Car les enfants voient la vérité que les adultes, par calcul ou par lâcheté, s'obstinent à ignorer. Cette leçon resterait avec lui pour toujours. Ce soir-là, en retrouvant sa grand-mère Monique, Manon ne savait pas qu'elle avait non seulement sauvé un homme, mais qu'elle l'avait aussi changé à jamais. On ne sait jamais d'où viendra la vérité, mais quand elle se présente, il faut avoir le courage de l'écouter.